La première, c'est que je m'exprime ici à titre totalement personnel. C'est marqué ex-DG CNAF parce qu'effectivement, il faut bien que je m'appuie sur une expérience. Et c'est surtout à la CNAF que j'ai réfléchi sur ces sujets et fait la promotion à l'époque. On avait fait une étude assez remarquable d'une allocation sociale unique, alors qui n'est pas tout à fait revenu universel et que j'appellerai plus comme ça aujourd'hui, d'ailleurs, j'y reviendrai. Et la deuxième chose, c'est que je me définis pas, je suis comme un penseur du social, j'ai plus passé de temps à mettre en œuvre les politiques qu'à les concevoir, donc plutôt comme un ingénieur du social. Mais j'ai une certaine fierté d'ailleurs à être ingénieur du social. En préparant, je me suis remémoré cette phrase de Marx qui critiquait beaucoup les utopistes, dont était Joseph Charlier, qui disait l'humanité ne se pose jamais que les problèmes, que je lis parce que je ne la connais pas par cœur, hein, que les problèmes qu'elle peut résoudre, car si on regarde de près, il se retrouvera toujours que le problème lui-même ne se présente que lorsque les conditions matérielles pour le résoudre existent, ou du moins sont en voie de le devenir. Je pense qu'on est au moment où justement on peut mettre en place, non pas forcément le revenu universel, tel que vous l'avez proposé, ni tel que vient de le défendre François Bourguignon, mais quelque chose qui ressemble. Parce qu'on a aujourd'hui les moyens de régler un certain nombre de problèmes auxquels tous les projets de cette nature se sont heurtés depuis qu'on a commencé à y réfléchir. Et que, comme l'a dit d'ailleurs François Bourguignon tout à l'heure, il faut qu'on ait une vision élargie. Moi, je suis un homme du social, donc j'ai géré des prestations sociales, l'assurance maladie, la vieillesse, la famille, etc. Et il faut avoir une vision élargie sur ce sujet qui soit une vision socio-fiscale et mettre en place, c'est le titre de mon intervention, un continuum socio-fiscal que jusqu'à présent on ne pouvait pas faire et qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire. Alors je pense que cette question, je vais y revenir sur deux exemples, c'est, j'allais dire, un impensé des politiques sociales, un continuum socio-fiscal, ou en tout cas un angle mort. Je vais prendre deux exemples pour le montrer. Il y en a un qui a été évoqué, mais pas tout à fait de la même façon. Le premier a été évoqué ce matin, c'est celui des allocations familiales. Quand on a fait la modulation des allocations familiales, il y a 2-3 ans, c'est une réforme que j'ai conduite, avec l'opposition quasi unanime du conseil d'administration de la CNAF d'ailleurs. Enfin, ça avait été décidé par le Parlement, donc on l'a mis en place. La justification, Bertrand l'a dit ce matin, c'était ce qu'on appelait à l'époque la courbe en U des allocations familiales, c'est-à-dire qu'il y avait de la redistribution sur les premiers déciles, ce qui est à peu près normal, mais il y avait aussi de la redistribution positive sur les derniers déciles, principalement du fait du cumul du quotient familial et des allocations familiales. Et donc, ça a été l'effet cumulé. Je dois dire qu'il y avait une forte opposition du monde institutionnel, puisqu'on présentait ça comme une remise en cause de l'universalité des prestations familiales. Je considère que non, puisque si on a une vision socio-fiscale, il n'y a pas eu de remise en cause de l'universalité des prestations familiales. Et j'avais quelques sondages dans mon bureau. 80% des Français étaient favorables, dont 78% de ceux qui étaient touchés. Ce qui prouve quand même que ça répondait à une certaine légitimité. Alors, Bertrand l'a dit ce matin, on a aplani la courbe, à peu près. Mais pour autant, le système reste incohérent et injuste, d'une certaine façon. Incohérent, parce que les seuils, c'est 6 000 euros, 8 000 euros pour les allocations familiales, n'ont rien à voir avec les seuils sur le quotient familial qui sont, eux, dépendants des taux marginaux d'imposition, du nombre d'enfants, etc. Deuxièmement, il y a ce fameux sujet du premier enfant, puisqu'on bénéficie du quotient familial dès le premier enfant et pas des allocations familiales. Et puis, il y a un sujet qui n'a pas été abordé ce matin, qui est la limite d'âge. On peut toucher bénéficier du quotient familial jusqu'à 25 ans, quand on a des enfants à charge. Ça s'arrête à 20 ans pour les allocations familiales. Je vais donner un autre exemple de ce problème de continuité socio-fiscale, c'est la question de la double taxation de la prime d'activité. Je ne vais pas revenir, je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit, marginalement oui, mais j'ai largement mis en œuvre cette prime d'activité. C'est une belle réforme et ça montre d'ailleurs que c'est possible de fusionner des prestations fiscales et des prestations sociales, puisqu'on a fusionné dans la prime d'activité l'ancienne prime pour l'emploi, qui était attribuée sur les revenus de l'année précédente, donc qui posait quelques problèmes, avec le RSA activité qui lui avait posé d'autres problèmes, c'est qu'il y avait un taux de recours de 30%.
Mais l'élargissement de la population bénéficiaire de la prime d'activité, qui résulte des mesures de décembre annoncées par le président de la République, va conduire à ce que la prime d'activité va être attribuée à des personnes qui sont en troisième décile, donc qui sont à la fois, qui peuvent aussi être éligibles pour certains d'entre eux, notamment s'ils sont seuls, à l'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire, c'est là où on se rejoint, ce qui veut dire qu'il va y avoir une double taxation, une taxation positive par l'impôt sur le revenu, si le revenu augmente, si leurs ressources d'activité augmentent, il y a une taxation, et une taxation négative, en quelque sorte, par la baisse de la prime d'activité. Alors, on peut croire ou pas, moi je suis comme sur la lutte contre la fraude, je pense que c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. On peut croire ou pas à l'effet de des incitations au travail qui sont liés à ce qu'on appelle classiquement en économie les effets de trappe à inactivité, qui fait que si on travaille plus, on gagne moins. Bon, pour dire les choses rapidement. Je pense qu'il est moins important que ce que pensent en général les économistes libéraux, parce que forcément les gens ne raisonnent pas comme des économicus, mais il est plus important que ce que pensent les économistes sociaux, qui ont tendance à nier, et pas seulement à négliger, ce phénomène. Mais surtout, je pense que ça choque, et je pense que c'est très important quand on discute de tout ça, ça choque une certaine idée de la justice. Et que cette question justement des allocations sociales, des aides aux revenus, parce qu'en fait on vise là les aides aux revenus, et il y a une question de champ, elle est extrêmement importante sur le sentiment de justice de la redistribution, et on a vu à l'occasion des Gilets jaunes, je me suis pas mal exprimé sur mon blog sur le sujet, que ce sentiment d'injustice, c'est aussi à l'origine d'une remise en cause du consentement, non pas à l'impôt, mais à la solidarité, puisque l'essentiel des prélèvements obligatoires, ça a été dit, est consacré non pas au fonctionnement de l'appareil d'État, mais à la solidarité. Alors, aujourd'hui, dans un an ou deux, moi je pensais que ça pourrait aller plus vite, mais finalement ça ne va pas aussi vite que ce que je pensais, c'est techniquement possible. Et je pense que c'est important de le dire, parce que je pense que ça ne s'est pas fait parce que pour des raisons techniques, ce que les chercheurs, les penseurs souvent ne voient pas, auxquels j'ai été confronté, c'est techniquement possible d'assurer cette continuité socio-fiscale. D'abord, ça a été dit parce qu'on est passé au système de prélèvement à la source, ce qui veut dire que l'impôt est prélevé non pas sur le revenu de l'année précédente, mais sur les revenus en cours, qu'on est en train de faire le même mouvement sur les allocations, enfin sur les prestations familiales. C'est le cas des allocations de logement avec ce qu'on appelle la contemporanéisation des allocations logement. Alors, je sais que c'est assez contesté, mais je dois à la vérité et j'assume que je suis à l'origine de cette idée. Ce qui est fait aujourd'hui pour le RSA, la prime d'activité, puisque c'est calculé sur la base du revenu du trimestre précédent. On pourrait l'imaginer sur le mois précédent. Moi, je trouve que ce n'est pas très réaliste, mais c'est la proposition d'Air, ou de 6 mois précédents. Enfin, on peut discuter sur l'échéance de temps, mais on a la possibilité de le faire. Alors, on l'a fait sur la prime d'activité, mais maintenant, on va pouvoir le faire. C'est tout l'enjeu sur les allocations de logement, avec l'acquisition directe des ressources, des déclarations de ressources, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas à faire de déclaration. Il y aura, comme c'est le cas pour les impôts, on l'a fait depuis quelques années, directement un pré-renseignement des ressources acquises. Et c'est possible grâce à un système de généralisation des échanges, et notamment le fait que les employeurs ont mis en place la déclaration sociale nominative, mais c'est aussi possible parce qu'il suffit d'organiser, c'est pas fait, le transfert d'informations entre la maladie qui verse des IJ quand on est en arrêt de travail ou en maternité, etc., etc. C'est-à-dire de pouvoir avoir une connaissance à l'instant T des revenus qui ont été touchés. Et donc, on peut non seulement imaginer, comme l'avait fait Paine, un peu avant Marx, mais mettre en place une prestation qui regroupe toutes les prestations d'aide aux revenus, qu'elles soient sociales ou fiscales. Et je dis bien toutes les prestations, c'est là où je diffère, c'est-à-dire les minima sociaux, c'est l'enjeu du RUA, la prime d'activité qui sera a priori dans le RUA, les allocations logement, personnellement je pense, pour y revenir, qu'il faudrait les mettre, mais aussi les prestations familiales, un certain nombre de prestations spécifiques, prestations liées au handicap, aux conditions d'isolement si on les maintient, etc., etc. Si on les maintient, parce que ces conditions d'isolement, elles n'existent que parce que notre système est familialisé, et s'il était individualisé, évidemment, elles n'existeraient plus. Alors, ça règle,
je n'ai pas le temps de développer, mais ce modèle permet de régler un certain nombre de problèmes. Alors d'abord, c'est bien, dans mon esprit, une allocation universelle et pas un minimum social. Je pense que le RUA est une bonne mesure, mais ça reste un minimum social. C'est ce qu'avait proposé Christophe Sirugue dans un rapport, c'est la fusion des minima sociaux existants, je ne sais plus combien, il y en a une dizaine, avec toujours un problème sur les questions de minima sociaux. D'abord la légitimité, on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu des débats sur le RMI, sur le RSA, il y avait eu cette question. Et puis il faut bien le dire, l'effet de stigmatisation. On parlait des RMI, ce matin on a bien vu que le fait d'être bénéficiaire du DALO avait des effets de stigmatisation, donc le fait d'être au RSA, c'est une stigmatisation. Là, on a une continuité totale avec soit le versement sous forme de prestation, et soit le versement, non pas le versement, mais une diminution d'impôt, c'est-à-dire un mécanisme analogue au quotient familial. Ce qui a l'avantage, je n'ai pas bien compris pourquoi ça a augmenté le prélèvement obligatoire, parce qu'a priori, c'est ce que disait Bertrand ce matin, si on a une diminution d'impôt, on n'augmente pas visuellement, tout ça est purement conventionnel, hein, mais on n'augmente pas les prélèvements obligatoires. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut intégrer les prestations familiales, ce qui veut dire que je ne suis pas favorable à la proposition d'afflux qui a été présentée ce matin. Alors parce que ça permet d'assurer la continuité justement sur le premier enfant. Et pour donner ce seul exemple, alors moi le souvenir que j'ai des calculs que j'avais fait faire, donner une allocation familiale, enfin donc dans une allocation unique, une part familiale supplémentaire pour le premier enfant, ça coûtait quelque chose comme 2 milliards. Alors si c'est en plus, enfin une allocation familiale, c'était 2 milliards. Si on est dans ce système-là, ça coûtera forcément moins cher puisque ça disparaît au-delà d'un certain niveau de revenus au profit du quotient familial ou quelque chose d'avoisinant. Et en revanche, le fait de ne pas payer, de ne pas verser d'allocation familiale à des gens qui ont déjà un quotient familial au moins supérieur à l'allocation familiale, ça faisait économiser plus de milliards. Donc ça permettait d'équilibrer la mesure parce que, et je n'oublie jamais, comme gestionnaire du social, que les questions budgétaires sont quand même des questions importantes. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, il faut que ça s'équilibre. Enfin, ça s'équilibre au bout du bout par le budget de l'État et donc par les prélèvements obligatoires, voire par l'endettement certaines fois. Donc ça règle cette question. Ça règle aussi une autre question qui est un débat rémanent sur les questions de revenu universel, qui est l'automaticité. Je dois dire que je suis un militant du numérique parce que, je l'ai montré, on a réussi sur la prime d'activité à faire, il y a un vrai sujet, ça a été évoqué là aussi ce matin, qui est le recours au droit. Bon, on critique beaucoup le recours au droit, on a raison, sur le RSA activité, on est passé de 30% en une année, de 30% de recours au droit, grâce au dispositif, et malgré la complexité de la prestation, grâce au dispositif qu'on a mis en place, à 73%. Alors, le dispositif, ce n'est pas du numérique uniquement, c'est du numérique accompagné, je ne vais pas rentrer là-dedans, avec des gens qui expliquent aux gens comment on fait, avec des simulateurs, etc. On avait beaucoup travaillé, notamment avec Emmaüs Connect, pour qu'on rende cette prestation complexe, compréhensible par les bénéficiaires. Alors, pas forcément compréhensible par les technos ni par les chercheurs. Moi, je suis personnellement incapable d'expliquer dans le détail ce qu'est une prime d'activité. Je peux dire que les gens qui en bénéficient comprenaient, grâce au simulateur. Oui, et c'est à ça que ça sert. En plus, ça a un côté ludique. Mais le gros avantage de l'évolution qui est en cours, c'est que la prime d'activité, on reste sur du déclaratif, avec évidemment les risques de se tromper, voire les risques de fraude, donc les risques d'indu, etc. Et puis, effectivement, la difficulté d'une démarche déclarative. Avec l'acquisition directe des revenus, c'est pareil que quand on fait sa feuille d'impôt, c'est-à-dire on reçoit directement une proposition en disant, compte tenu des revenus, vous avez a priori droit à ça, donc ça règle ce problème d'accès au droit. Après, si les gens n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Mais ça permet de dépasser un vieux débat sur l'acquérabilité des prestations familiales, prestations sociales. Et puis le dernier avantage, et je reviens sur le numérique, c'est que ça permet non pas de diminuer la complexité, je ne crois pas qu'on ne diminuera jamais la complexité, je partage totalement ce qui a été dit par Bertrand, alors pour des raisons un peu différentes, des raisons de fond. Je ne crois pas qu'on simplifiera et qu'on remplacera les prestations compliquées par des prestations simples. Le meilleur exemple, c'est la modulation des allocations familiales. Mes administrateurs, à juste titre, disaient les allocations familiales, c'est simple, c'est la même chose pour tout le monde. Verser la moitié au-delà de 6 000 euros
le quart au-delà du 1 000 €, c'est forcément plus compliqué que de verser la même chose pour tout le monde. Mais pourquoi je ne crois pas? C'est parce que le mouvement historique, il a été décrit de façon, avec l'expérience, le recul qu'il a par Bertrand ce matin, c'est un mouvement de personnalisation des prestations. Et plus on personnalise, et on l'a vu sur la prime d'activité, plus on personnalise, plus on complexifie. Je pense que la seule façon de simplifier, et ça, il y a vraiment un mouvement historique dans ce sens-là, c'est d'intégrer, et que le numérique nous offre une opportunité, d'où ma citation marxiste d'entrée, nous offre aujourd'hui l'opportunité de réconcilier la simplicité et la complexité, et justement parce que on peut construire, moi je n'ai pas un modèle tout fait, on peut construire une allocation universelle de solidarité, pour ne pas parler de revenu universel, qui soit un socle du système de protection sociale, donc qui ne se substitue pas, vous l'avez dit, à l'ensemble de la protection sociale, et qui est un socle qui permet d'assurer et de garantir une prise en charge des aides aux revenus, une prise en charge socialisée des aides aux revenus qui permettent d'assurer un minimum et qui intègre une part enfant, une part handicap, une part logement, une part incitation à la reprise d'activité, j'aime pas ce terme, je préférais dire une part qui permet d'éviter la désincitation à la reprise d'activité, c'est-à-dire qui fait que quand on gagne 1 € de plus, en fait, on a un intéressement, ce qui existait dès le RMI. Je crois que c'est dans ce sens-là que ça peut aller. Et je pense, l'expérience qu'on a montrée avec la prime d'activité, c'est que certes, c'est compliqué pour les juristes, c'est compliqué pour les chercheurs, c'est compliqué pour même pour les technocrates comme moi, parce c'est difficile à expliquer, il y a des arbitrages, etc. Et que les arbitrages sont toujours difficiles parce qu'ils ne sont pas toujours transparents, mais ça c'est une question de débat démocratique. Mais une fois que la prestation est en place, les gens, si on met bien en place les outils, les gens comprennent très vite ce dont il est question. Alors je pense en revanche qu'il y a un certain nombre de points difficiles, il y en a quelques-uns qui ont été évoqués, je voudrais en évoquer d'autres, qui sont des difficultés à lever et qui peuvent faire en sorte que les choses ne se feront pas tout de suite. Et d'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle cette proposition est devenue, qui était dans le programme de M. Macron, le versement social unique, est devenu le RUA depuis, qui n'est pas tout à fait ce que j'ai en tête. La première, c'est pas la plus complexe, mais il faut quand même le dire, c'est une organisation administrative, puisque d'un côté, on a des prestations qui sont versées par les CAF, et de l'autre côté, on a des impôts qui sont prélevés par la DGFiP. Alors, j'ai rencontré d'ailleurs ce problème sur un autre sujet sur lequel j'ai fait un rapport pour Terra Nova, qui est les pensions alimentaires, puisque certains disaient qu'il faudrait donner ça aux impôts. Montrer que ce n'était pas nécessaire, puisqu'il suffit de donner aux CAF les compétences. Il y a des avantages à ce que ce soit les CAF, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais de toute façon, ça se règle assez facilement aujourd'hui avec des échanges électroniques, à condition évidemment que les uns et les autres y mettent de la bonne volonté, ce qui est plus souvent le cas maintenant qu'autrefois. C'est-à-dire que plus personne n'a vraiment des questions de territoire administratif. Je ne suis pas sûr qu'il faille à terme fusionner l'administration fiscale avec les CAF, ce sera assez compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, ça permet aussi de faire des gains de productivité, ce qui n'est pas mince. La deuxième chose, c'est que évidemment, ça repose sur une totale transparence sur les revenus. Ce qui fait qu'il peut y avoir des réticences, parce que derrière ça, je l'ai écrit aussi à propos de la lutte contre la fraude, moi j'y suis favorable, mais on va avoir des reproches au titre du Big Brother social. C'est-à-dire que tout sera connu, mais c'est ce qui va se passer. De toute façon, l'ensemble des revenus sont connus et bientôt l'accès au compte bancaire permettra de connaître toutes les ressources de revenus. Je ne pense pas ça illogique, mais je sais d'expérience que c'est un sujet qui risque de remonter. Les gens ne le diront pas forcément comme ça. Alors, le troisième point, c'est la question des conditions. Alors, évidemment, il y a des conditions de ressources. C'est en cela que ça diffère assez largement de ce qui a été dit par ailleurs, notamment. Mais personnellement, je pense que ça veut dire aussi qu'on dissocie complètement de la condition d'insertion. Ça veut dire qu'on laisse tomber, en clair, le I du RMI, le A du RSA, et qu'on considère que d'un côté, il y a une solidarité sur les ressources, qui est assurée sur l'ensemble de la population, d'où la notion d'universalité, mais qu'après, il y a un droit à l'accompagnement, c'est l'idée du service public d'insertion économique,
du service public d'insertion et un droit à l'accompagnement pour tous ceux qui sont en difficulté. Et c'est plus un droit pour le service, une obligation pardon, pour le service public et un droit donc pour les bénéficiaires qu'une obligation pour le bénéficiaire du revenu. Personnellement, j'y suis favorable pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. Il y a un quatrième sujet, ça a été abordé, et je partage largement ce qu'il a dit par François Bourguignon, qui est, je pense personnellement, je ne sais pas ce que pense Fabrice Langlard, parce que j'ai encore évoqué ce point avec lui ce matin, que ça nécessite forcément l'individualisation, et de sortir de cette vieille tradition qui est restée très française, parce que beaucoup de pays européens, y compris sur les prestations familiales, sont passés à l'individualisation, et pour la fiscalité aussi. C'est cette idée que ces prestations sont familialisées. Mais c'est à tel point inscrit dans nos systèmes administratifs, mais aussi dans nos systèmes mentaux, que ça sera un point extrêmement difficile à lever. Mais je crois que c'est important. J'ai un souvenir, enfin, beaucoup de choses, souvenir un peu toujours déplaisant de la façon dont on contrôlait, quand on est une CAF, et les consignes que je donnais d'ailleurs pour contrôler la condition d'isolement. Parce que, comme l'a dit Bertrand ce matin, quelqu'un qui est isolé parce qu'il s'est séparé, s'il se retrouve en couple, il doit déclarer qu'il est en couple. Mais le couple aujourd'hui, ce n'est pas forcément un couple marié ni pacsé. Et donc, les contrôles vont voir, et un jour, une secrétaire d'État, dont je tairai le nom, me dit « Mais monsieur Lenoir, pourquoi vous allez faire des contrôles aussi intimes dans les familles? C'est inadmissible, etc. » Je lui ai dit « Madame la ministre, je suis d'accord, sauf que moi, je suis obligé parce que c'est la loi. Et deuxièmement, si vous voulez remettre ça en cause, il faut aussi individualiser l'impôt sur le revenu. C'est une révolution conceptuelle. Et tant qu'on n'a pas... Mais ça montre à quel point cette condition familiale qui est héritée d'un modèle familialiste qui n'a plus grand-chose à voir avec des modèles sociaux, enfin de société, est aujourd'hui extrêmement difficile à tenir. Mais ça sera une des principales difficultés. Et je vais terminer par la dernière. Je pense que c'est vrai aussi pour le revenu universel, mais je pense que c'est vrai dans tous les cas. Remettre à plat l'ensemble des dispositifs d'aide au revenu, c'est une réforme structurelle, à l'image de ce que l'excellent Jean-Paul Delevoye est en train d'essayer de faire pour la retraite, en essayant de mettre en place un système universel par points. Et donc je pense que le jour où on rentrera là-dedans, comme de toute façon il y a des craintes sur les gagnants, les perdants, etc., on risque d'avoir le même type de débat que celui auquel on est en train d'assister. Je voudrais juste dire que quand ça inquiétait beaucoup quand on est passé à la prime d'activité, le gouvernement de l'époque, en fait, ça n'a fait aucun problème parce que les gens qui sont rentrés dans le nouveau système, ils n'étaient pas forcément dans l'ancien, donc ils ne s'en sont pas aperçus. Il y a juste que les étudiants qui touchaient la PPE, parce qu'ils avaient travaillé 2 mois après leurs études, pas très justifié, et dont les amis, je parle d'un témoignage personnel, n'avaient pas touché parce qu'eux n'avaient pas repris un travail juste après leurs études, ils se sont aperçus qu'effectivement, il y en avait qui avaient touché la PPE et d'autres pas. En fait, cette PPE-là, elle n'était pas très justifiée. Mais ça sera probablement le sujet le plus difficile. C'est pour ça qu'il faut en parler, et merci de m'avoir invité pour en parler.